Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour Coralie. Je suis vraiment heureuse de ce temps qu'on va passer ensemble parce qu'on s'est connus au travers de l'Institut d'auto-accompagnement et de cette démarche qu'on partage le focusing et en même temps, voilà j'avais envie vraiment de prendre ce temps avec toi parce que je sais que tu as eu une enfance complexe, notamment dans ta relation avec ton père, qui t'a mené à la toxicomanie, dans lequel tu es sorti à peu près à l'âge de 30 ans. Et puis ensuite, tu as voilà, développé une démarche d'accompagnement et de spiritualité. Et puis aujourd'hui, tu chemines avec le focusing et voilà, dans un échange récent, tu parlais de ce chemin que tu avais fait ces dernières années, comme de t'habiter de plus en plus, d'installer de pouvoir valider tes intuitions, de te laisser surprendre par la vie. Il y a vraiment quelque chose de comme si, au travers de toutes ces expériences et du cheminement que tu avais fait ces dernières années, comme si, voilà, ton âme s'incarnait enfin et que tu pouvais vraiment, voilà, te laisser habiter par la vie. Hein, tu as dit ça. La vie maintenant m'habite en permanence. Voilà, je sais pas déjà si c'est juste ce que je dis. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un peu la difficulté de s'incarner et effectivement d'assister à ça, et puis le fait de l'accepter complètement permet cette incarnation, de me dire ok, ça fait partie de moi, et donc du coup j'existe. Voilà, c'est ça que j'ai appris à travers les années dans une recherche, et puis dans le focusing où j'approfondis, où je vais encore plus dans le ressenti et dans l'acceptation de qui je suis. Voilà. Et du coup, ouais, qu'est-ce que c'est quand le fait d'accepter qui tu es, ça te fait ressentir comment dans le quotidien? Ça ressemble à quoi en fait? Mais c'est comme si, je pense dans la nature humaine, et j'en fais partie, c'est comme si on passe son temps à fuir les côtés pas beaux ou des aspects de nous qui nous plaisent pas, et que on n'arrête pas de se battre, et en fait c'est ça qui nous rend, c'est ça que j'ai appris, que c'est ça qui nous rend malheureux en fait. On a droit à tout ça, ça fait partie de notre condition humaine, ça fait partie de notre expérience dans ce passage-là, et donc il y a quelque chose qui arrête de se battre et qui, à un moment où l'autre va s'arrêter et dire, il va convenir de ce qui se joue en vérité. Et c'est voir ce qui se joue en vérité qui apaise complètement. Il y a même rien à changer. Il y a accepté jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai senti aussi dans le focusing, qui était la suite de mon chemin, c'est-à-dire dans l'acceptation totale se passe la magie de cerise sur le gâteau, ça parvient à même changer. C'est comme si on change de paradigme grâce à l'acceptation. C'est très surprenant en fait. Il suffit d'accepter, de voir et d'accepter. Alors que jusque-là, avant tout chemin, on voulait surtout pas que ça se voie. On voulait pas paraître, et on rêve toujours d'être quelqu'un d'autre.
Ben, je vais parler à la première personne du singulier. Je rêvais d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, j'entends vraiment ce chemin de toi à toi, comme de devenir ami avec toi-même, avec toutes tes expériences qui ont été bouleversantes, puisque tu es allé très loin dans ton expérience de te maltraiter, en fait. Ouais. Ouais, et peut-être du coup, tu pourrais nous dire un mot de témoigner un petit peu de cette expérience où tu allais jusqu'à te maltraiter, voilà, et de devenir toxicomane. Mais je pourrais, comment dire, je peux peut-être donner une des sources en tous les cas. Je pense que la source, elle démarre déjà à la naissance, je pense, parce que dans la drogue, j'ai beaucoup cherché. Il y a effectivement une nostalgie d'un paradis perdu. Et donc, je pense qu'il y a toujours eu cette recherche du paradis perdu. Et pour certains, enfin voilà, comme moi, je pense, et d'autres, la nostalgie est plus forte. Là où ça s'est cristallisé pour moi, en tous les cas, c'est mon papa qui était médecin, et donc, et je pense à un moment, j'ai voulu lui ressembler. J'avais envie d'être médecin. Toute ma famille, ce sont des médecins, deux frères médecins, ma mère médecin. Et un jour, mon père auscultait mon grand-père. J'ai provoqué un retard parce qu'il m'avait amené avec lui et j'avais pas envie. Et puis en fin de compte, à un moment, il a vraiment insisté pour que mon grand-père se lève pour l'ausculter, pour qu'il fasse des exercices, et je sentais qu'il fallait pas. Le petit enfant, il avait senti ça. Et en fait, mon grand-père a fait un infarctus sous mes yeux. Il est mort sous mes yeux. Je me suis senti vraiment responsable de ça. Et du coup, j'ai plus du tout. Je me suis dit, si médecin, ça aide ça, c'est plus possible. J'ai vraiment arrêté d'étudier. À l'école, je voulais plus étudier, plus du tout. Et donc, je pense que à la fois, à un moment, je me suis réfugié comme je pouvais plus exister, parce que il fallait que je sois médecin comme tous les. Il y avait une espèce d'impossibilité à être qui je suis. C'est vraiment l'histoire du petit canard noir. Je me cachais, je me rappelle, je me cachais en dessous de mes draps le matin en me disant mais je peux pas aller à l'école. Et j'essayais de trouver des prétextes, je suis malade, je suis pas bien. Et pour moi aussi, il y avait quelque chose dans le fait que l'effort est dangereux. Vu que mon grand-père avait fait un effort en se levant, et ben pour moi tout effort est quelque chose vraiment de risque mortel. Et donc c'est petit à petit dans mon chemin, en fait, j'ai découvert l'histoire de mon père aussi, et de voir que eh ben mon père il avait perdu sa maman très tôt. Et que donc, il n'avait pas appris toute cette douceur. Et pour lui, il fallait vivre, il fallait faire son chemin dans la vie. Il y avait quelque chose de dur, mais c'est parce qu'il connaissait pas la tendresse et la douceur. Donc, à un moment, dans mon chemin, dans mon périple, j'ai pu voir ça. Et avant qu'il meure, on a pu se réconcilier. Et j'ai pu lui dire que, enfin, il y avait vraiment un pardon qui s'était installé. Voilà. Mais j'ai été loin, effectivement. C'est bizarre parce que c'était de l'héroïne. Et ben, cette drogue-là permet vraiment de retrouver comme une protection, comme quand on était dans le ventre de notre maman. Et donc cette nostalgie-là était comblée. Et c'est ça qui est un paradoxe, d'ailleurs, de me dire, il est possible que la drogue m'ait permis de vivre jusqu'au moment où je sois en chemin et je vois de quoi il s'agissait. Mais peut-être sans la drogue, je serais mort. C'est très paradoxal. Et comme si ça t'avait amené cet espace de survie pour pouvoir continuer jusqu'à un moment où j'imagine il y a eu un déclic ou quelque chose qui s'est passé qui a fait que qu'est-ce qui s'est passé, qu'il y a eu une bascule, un changement, une prise de conscience. Je crois qu'il y a un moment où eh ben je crois que j'ai une nature qui parvient à jouer avec les limites très très loin et qui sait à quel moment il va passer la frontière où là c'est trop. Et donc je pense que j'ai fait 2 overdoses où je me suis réveillé, où j'ai failli mourir.
Et là, vraiment, j'ai été tétanisé, enfin, tétanisé, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, de me dire, ah non, j'ai envie de vivre. Parce qu'il y avait des choses que j'aimais. J'aimais les arts, je suis très attiré par les arts. Et donc, et par la nature. Et il y a quelque chose dans cette contemplation, qui m'a toujours porté, soutenu, mais justement dans ces moments où je faisais l'école buissonnière, et ben j'allais me promener dans la nature pendant des jours entiers en fait. J'ai dû marcher des milliers de kilomètres. Au lieu d'aller à l'école, je faisais semblant de partir à l'école et je partais en forêt. Et donc, à un moment, c'est vraiment ça. Je pense à un élan de vie. Je pense que foncièrement, j'avais envie de vivre. Et que j'ai senti, je me suis dit, là, si tu continues, tu meurs. Et je pense que j'avais envie de vivre, mais ça se joue à pas grand-chose. Hein. Comme dans la naissance, d'ailleurs, à un moment, on décide, on peut se laisser mourir dans le ventre, ou on peut quand même, allez, on va dire, déchirer le ventre. Ou en tous les cas, faire la dernière impulsion pour sortir. Et là, j'ai senti qu'il y avait cette force-là. Et en même temps, dans l'éducation que j'ai eue, j'ai été aimé par ma maman. Enfin, je veux dire, c'était pas des méchants. Et donc, quand même, ils m'ont fait goûter à des bonnes choses, des belles choses. Et donc, c'était soutenant aussi, parce que j'ai des gens que je côtoyais qui sont morts. Hein. Ouais, c'est comme si, en fait, il y avait comme une part de ta conscience qui avait conscience du beau, du doux, de la simplicité, du naturel, et c'est comme si c'était ça qui avait gardé le fil de la vie. Ouais. Une envie, mais que je découvre, que je connaissais, mais que je découvre encore plus dans le focusing, une part très, allez, on va l'appeler d'un côté un peu jugeant, idéalisme, mais en tous les cas du côté vivant, qui a envie du plus beau de l'humain. Voilà. Et grâce à cette nostalgie-là aussi, je pense que c'est ça qui m'a fait retourner vers la spiritualité, vers une recherche en disant ça peut pas être que ça, il y a d'autres choses. Mes parents étaient d'ailleurs plutôt francs-maçons, et je me rappelle, je leur posais la question, qu'est-ce qui, ben justement, peut-être, après la mort de mon grand-père, c'est quoi la mort? Et que donc, ils me répondaient, c'est rien. Et moi, je passais des nuits entières à imaginer, c'est quoi rien? C'était une torture. Parce qu'il y a quelque chose, c'est imaginer ce que c'est rien et se dire, mais non, moi, il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose. Mais c'est un peu comme si j'étais en recherche de ce paradis perdu que je savais pas où aller. Et il fallait que j'attende. Quelque part, c'est comme on dit, hein, les drogues, les paradis artificiels, c'est ça. C'est comme si tu cherchais au travers, d'artifices. Ouais. Tu le trouvais au travers d'artifices, mais au fond, tu avais conscience que ça existait, mais tu n'y avais pas accès. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a même des choses, je me rappelle, je faisais des conférences. Ça, justement, Focusing, j'ai revisité récemment. Concours d'éloquence, c'était quand j'avais 15 ans. Donc, chacun choisissait un sujet. Et moi, j'étais déjà touché par Jung. Et donc, j'avais choisi le livre L'homme et ses symboles. Mais parce que j'avais regardé les images et que je trouvais que c'était génial, que ça me parlait. Mais j'avais pas été jusqu'en profondeur, justement, parce que j'évitais l'effort de préparer et qu'il fallait que je retrouve, et j'en ai pas conscience, à ce moment-là, le fait, un peu de sidérer les autres, en tous les cas, de pas répondre aux attentes. Et donc, mais je me suis complètement pris les pieds dans le tapis, le sujet était magnifique. Et derrière moi, il y a un condisciple qui, lui, il a expliqué comment faire une bombe atomique. Par contre, il avait bien préparé son sujet. Et que je me suis retrouvé, mais vraiment, mais quelle bande de... Et voilà, mais très tôt, j'avais envie de défendre, je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais je me sentais un peu seul. Et du coup, dans cette bascule là que tu as vécue, comment est-ce que ça vit en toi aujourd'hui, là, ce moment où t'as fait ces overdoses et tu t'es dit il y a autre chose. Qu'est-ce qui reste de ça en toi, dans les perceptions, dans les sensations aujourd'hui, de ce moment-là
Comme si je sais pas, ton être ou ton âme avait fait un choix, là. Oui, mais il y a quelque chose, d'abord, il y a eu une première prise de conscience. Je me rappelle, c'était avant un stage que je faisais, le premier stage, et au milieu de la nuit, il y a quelque chose qui m'a dit, mais combien j'étais dur avec moi-même et combien, et un peu comme dire, mais laisse aller ta douceur, laisse pleurer. Et je me rappelle, au milieu de la nuit, j'ai pleuré, mais c'est des larmes qui l'avaient. C'est comme si ça sortait enfin. Et donc là, c'est un point de bascule aussi pour enfin exister. Et c'est la première fois que je me suis livré devant d'autres hommes et des femmes. Et ça a été une expérience tout à fait surprenante parce que justement, jusque-là, je me disais, quand je me montrais, j'avais l'impression que j'étais le canard noir, que je pouvais pas être accepté comme je rentrais pas dans le cadre. Et là, tout à coup, paf, je voyais tous les gens pleins de tendresse qui me disaient ah oui, merci d'avoir partagé ça. Eh ben, ça a été un point de bascule. Et puis il y a quelque chose qui s'est réouvert au monde où je suis retourné dans le tissu social parce que quand j'étais drogué, je me renfermais sur moi-même. Enfin bon, j'ai toujours continué à travailler, mais c'était vraiment limite aussi. Mais donc, c'est aussi voir la magie de la vie. C'est un peu peut-être, c'est comme quelque part je m'étais retiré de la société. Et ben, j'ai commencé à travailler dans le culturel. Et bizarrement, j'arrêtais pas d'être dans le monde, quoi. Et que donc, c'est comme s'il y avait une intelligence de la vie qui m'a dit bon, mais tu t'isoles, ben maintenant on va te faire rencontrer des gens tout le temps. Et aussi, par rapport à ce que j'avais décrit, aller au bout de l'effort. Parce que je découvre, quand je dépasse cette croyance que l'effort est dangereux, qu'en fin de compte, je suis fait pour tourner plein pot. Et là, je l'ai vu, je suis parti en tournée dans le monde entier avec un chorégraphe belge et on dormait à peine, quoi. À peine on est arrivé dans une ville, à peine on faisait des répètes, on faisait des montages, et on travaillait jusque plus d'heures, et puis voilà. Et c'est ça, en fait, la découverte, vraiment de me dire, mais en fait, je suis fait pour aller plein pot. Ce qui n'empêche que eh ben, souvent, je découvre encore des moments où ça fait très peur et où je suis obligé en focusing de voir cette partie qui a tellement peur parce que le rythme s'accélère. Et que j'essaye de vraiment être avec elle, la faire parler, lui dire mais bon, et la peur c'est exactement quoi, et puis et que je l'accueille complètement. Jusque là, j'avais l'impression que j'avais vu plein de choses, mais je la sentais moins comme physiquement, voilà. Comment c'est comme si elle se concrétisait encore un peu plus. Et ce qui me permet d'avoir comme une conversation avec cette part. Ouais, comme si vraiment tu prenais le temps là aujourd'hui de faire connaissance avec une des facettes qui t'avait fait sombrer, peut-être cette facette d'une peur d'être dans ta puissance, d'être dans ton rythme, de montrer, non seulement te montrer au monde, être avec du monde, de voir comment c'est nourrissant, et en même temps cette peur comme d'être dans ton élan de vie avec toute sa puissance, en fait. Ouais. Et en même temps, voir cette peur, je peux pas dire que j'ai plus peur, ce serait pas vrai, mais en tous les cas, je la reconnais beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Et je vois les forces en présence, et en plus, petit à petit, en la faisant parler, ou en la laissant parler, j'entends des nuances. Je me dis, ah, d'accord, mais t'as pas peur exactement c'est quelque chose de précis, parce qu'il y a d'autres endroits où j'ai pas peur. Et donc, c'est vraiment voir les choses, qu'est-ce qui se passe en vérité. Et là, je viens de partir vivre en France, et ça a levé plein de peurs là aussi, parce que c'était faire beaucoup de choses en même temps. Et je me rappelle, j'ai fait en 3 jours 4 déménagements différents.
avec un même camion, en travaillant là aussi jusqu'à plus d'heures. Et la peur était revenue. Enfin, elle était là. Et j'ai dû beaucoup l'entendre et l'accepter. Ouais. Et du coup, concrètement, comment ça vibrait en toi le fait d'avoir cette peur là qui est là dans une période de transition où tu dois organiser, déménager, passer de la Belgique à la France? Mais en même temps, il y a une forme d'exaltation, et puis en même temps, par moments, c'est vrai que parce que ça est allé au paroxysme, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pédagogie de la vie qui amène les événements de plus en plus forts. Et maintenant, t'es tranquille, et maintenant, et c'est comme si le curseur augmente un peu, comme dire, et maintenant t'es tranquille. Et maintenant, tu l'as vu vraiment bien en face, tu l'as bien regardé, tu l'as bien aimé cette peur ou pas. Et j'ai vraiment senti dans ce déménagement comme s'il y avait un cran en plus. On dirait, ouais, là, eh ben ouais, à 60 ans, eh ben on n'a plus la même condition physique et je chargeais mon camion. Parce qu'en plus, mes amis maintenant, enfin bon, ils ont mon âge, tout le monde a des bobos, des trucs comme ça, ou des choses à faire. Enfin, je me rappelle, j'ai terminé le chargement de mon camion tout seul dans la pluie, dans la nuit, et ça brassait. J'étais avec cette peur en me disant bon, tu vas pas y arriver, il faut que tu t'économises et en fait, voilà. Par moments, c'était simplement y assister, même. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à assister jusqu'à dire ouais, t'es pas plus fort que ça, et dire bon, là, j'ai été un peu submergé par la peur, mais je l'ai vu. C'est comme si tu avais cultivé toutes ces années cet espace de conscience que tu es là et que effectivement du coup quand cet espace de conscience augmente, c'est comme s'il y avait l'espace pour les choses les plus profondes et les plus intenses qui n'avaient pas encore été reconnues. Et là du coup au travers de ce déménagement, comme tu avais installé beaucoup plus de présence et de conscience encore dans ta vie, ça t'a amené un challenge pour vérifier effectivement ta capacité à être avec quelque chose d'assez intense, comme une revisite en fait. Ouais. Et ce qui soulage aussi, puisque tout en t'écoutant, il y a le paramètre aussi que ce qui soulage et ce qui fait du bien, c'est le fait que c'est du sens. Que tout à coup, on voit le sens que ça a. Comme une pédagogie de la vie, comme dire, ah ouais, ok. C'est un peu comme, enfin, j'ai le sentiment que chacun a un peu son parcours initiatique s'il veut sur Terre dans ce passage, dire, ouais, tu vas apprendre ça dans ce passage-là. Et toi, c'était ça, de dompter ou de prendre conscience de cette peur d'origine, hein, que ce petit garçon là qui voit son grand-père décédé, c'est comme si tu explorais au fur et à mesure que tu avançais tous les fils, tous les impacts que ça avait eu dans différentes facettes de ta vie. Ouais. J'ai ça assez souvent d'ailleurs, parce que la peur de la force ou la peur de l'effort, c'est un axe, mais il y en a encore d'autres. Ouais, c'est bien ce côté où effectivement je voulais plus bouger. Il y avait quelque chose où pendant la toxicomanie, vraiment, je me suis réfugié. Voilà, à part travailler parce qu'il fallait bien que je gagne ma croûte, c'est vivement que ça s'arrête, quoi. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, toi, avec cette expérience-là, qui est aujourd'hui une force, parce qu'on voit que, dans des situations qui peuvent être un peu intenses, de changement, de transition, il y a des choses qui émergent, mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que cette puissance que tu as acquise, comment est-ce que tu peux l'utiliser, comment est-ce que tu as envie de le mettre au service de ta vie, de ton entourage, qu'est-ce qui est là qui est vivant en toi aujourd'hui par rapport à cette force, tout ce que tu as dépassé et la conscience de cette force que tu as? Il y a déjà des choses où à un certain moment, par rapport à la connaissance que j'avais, à un moment, j'ai animé des groupes où
fort de l'expérience que j'ai eue, je parvenais à donner en tous les cas de la foi dans le fait que ça a un sens et dans l'importance d'apprendre à se connaître. Et puis, mais c'est vrai que là, je suis à un temps de bascule où de me dire, c'est pas possible que j'ai vécu tout ça pour rien. Donc de me dire, mais quoi? Et c'est vrai que je suis particulièrement touché par tous ceux qui sont un peu canards noirs. Et de me dire, mais comment ça va? Est-ce que ça va être aider des drogués? Est-ce que ça va, en tout cas, tous ceux qui sont au banc, sous la touche, je suis en résonance avec ça. Et donc, sans doute que je sens que par la foi et par le sens, et le fait de redonner de la dignité aussi, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Il y avait une partie où je me sentais indigne, je me sentais, justement, en comparaison, les autres frères ont continué à être médecins, et moi, vraiment, j'avais l'impression d'être un moins que rien. Et donc, de dire, mais, ok, eux, ils sont médecins et tout ça, mais c'est pas pour ça que t'es nul, que t'es rien. Toi, t'as d'autres qualités. Et il y a aussi ce côté, arrêter de vouloir être ce que je ne suis pas et oser être qui je suis. Et je pense que ce que je découvre dans beaucoup les gens qui sont les canards noirs, les bancs au banc de la société, des exclus, c'est voir que effectivement, c'est parce que se donnent pas le droit d'exister comme moi, quelque part à certains endroits. Il y a vraiment quelque chose autour de s'autoriser à exister, de s'autoriser à s'incarner et de vivre l'expérience authentique et pas l'expérience que on pense qu'il faudrait pour nos parents ou l'expérience liée à nos conditionnements et à des habitudes ou des exigences de la société. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Et du coup, est-ce que ça serait ça ton élan d'âme pour les années à venir, c'est de soutenir les personnes pour qu'elles puissent se relier à ce qui est juste pour elles, à leur élan de vie? Ouais, en tous les cas, il y a quelque chose comme ça. Et je découvre beaucoup dans ces jours-ci, justement, dans mes séances de focusing, cette envie profonde d'abord une certaine douceur, et l'envie de donner. Il y a vraiment, mais je fais parler cette part-là aussi, et je dois encore trouver certains ingrédients, parce je sens que c'est une envie de donner, et j'ai souvent là, enfin, ça fait déjà quelques fois, l'image d'un agneau égorgé. Il y a quelque chose, c'est oser ma fragilité, qui est un autre aspect. Mais j'ai beaucoup ces temps-ci de nouveaux désirs, enfin, sont surgis en focusing justement des images de retour que j'avais, les gens qui me disaient, oh, Jean-Pierre, on a peur de lui, on a l'impression qu'il est dur ou tout ça, et puis quand ils me connaissent, ils me disent, ah, on pensait pas du tout ça. C'est comme si je m'étais blindé il y a une part de moi qui s'est blindée, comme pour dire, je vais faire semblant d'être quelqu'un de fort et de dur, comme ça on ne fera pas de mal. Comme si, du coup, en témoignant, comme tu le fais là aujourd'hui, en témoignant de tes fragilités, tu pouvais en fait encourager les gens à les écouter et à les soutenir dans leur propre quête d'eux-mêmes. Est-ce que ça pourrait être ça, ta manière de contribuer? Ouais. En tout cas, je suis très touché par ça, c'est vrai. Ouais. Et c'était très étonnant quand j'y pense aussi que j'en parle. Dans cette sincérité, dans les cercles que j'ai vécu avec d'autres gens, il y avait des gens qui naturellement, c'est comme si des gens, on a toujours nos bourreaux préférés, on va dire, qui dans notre histoire rejouent l'histoire de nos bourreaux. Et dans ces cercles-là, j'ai eu quelqu'un qui normalement, si on n'était pas en chemin, c'était mon ennemi juré. Et en fait, petit à petit, on a appris les dessous de ce qui nous agitait tous les deux. Et puis, en fait, petit à petit, par cette sincérité, ça a créé des liens comme jamais j'ai eu avec quelqu'un.
Parce qu'on était fait pour se taper dessus. Et là maintenant, on s'aime. C'est très. Ouais, c'est au-delà des apparences et aussi d'empoigner l'expérience du quotidien, l'expérience de la relation, parce que tu disais aussi tout à l'heure que c'est aussi de déposer dans le monde, dans un cercle qui t'avait fait faire ce point de bascule, mais c'est aussi dans le quotidien, dans les relations, et les relations notamment qui nous confrontent, de prendre responsabilité pour ce que ça nous fait vivre, de voir ce qui réagit en nous, fait que c'est comme des cadeaux pour se connaître un peu mieux et du coup effectivement passer au-delà de l'apparence de la première apparence de la relation. Mais je crois vraiment, et c'est tout en parlant que je découvre combien c'est essentiel ça. Et particulièrement dans la période qu'on traverse là, pour l'instant, qui est très confrontante, où il y a un qui a un point de vue, l'autre qui a un point de vue, vacciné, non vacciné, et de se dire, eh ben oui, et si les deux peuvent coexister, et s'il n'y a pas quelqu'un qui a raison, qui a tort, et si on allait dans la fusion au lieu de la fission, eh ben oui, c'est peut-être si ce jour pour l'instant, je ressens quelque chose comme ça. Oui, c'est vraiment de faire du et dans l'acceptation de chacun d'où on en est, chacun de notre humanité, et de prendre responsabilité pour ce qui réagit en nous. C'est vraiment une responsabilité individuelle. Mais c'est J'entends vraiment cet élan. En tous les cas, j'entends dans ta recherche là, dans cette transition que tu vis, cet élan d'être utile au monde, comme de fédérer, de faire du lien. J'entends vraiment ça, comme si ton âme aspirait à vraiment, comment dire, capitaliser toutes ces expériences extrêmes que tu as vécues pour pouvoir se mettre au service des autres et du monde. Et en même temps, sans recherche je pense sans recherche de reconnaissance et sans avoir l'impression que je suis un héros ou un sauveur. Parce qu'il y a toujours aussi une part de moi qui a tellement envie d'être ce héros et de me dire, eh ben non, il y a quelque chose peut-être de très humble en fin de compte et de dire, voilà, je suis qui je suis et puis on verra bien. Et j'arrose et en plus je laisse ma nature profonde se manifester, mais pas pour être reconnu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette démarche d'humilité que de laisser notre nature profonde, notre élan de vie. Et quand tu dis ça, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens quand tu te connectes à ça, de juste laisser ta nature profonde en toute humilité se déployer? Ça, je pense qu'il y a quelque chose de très profond en moi qui est touché, hein, qui pourrait aller jusqu'aux pleurs, mais aux pleurs de joie. Il y a quelque chose qui me dit, fou, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça, le fait de se laisser toucher quand on est connecté à notre nature profonde, à notre élan de vie. Ouais. Et du coup, pour clôturer, s'il y a une chose, une pépite, une lumière, quelque chose que tu as envie de dire aux auditeurs, aux auditrices. C'est se dire quand on traverse des choses compliquées, difficiles, c'est préparation à quelque chose. Et donc, je pense que il y a quelque chose quand on est dans le creux de la vague, se dire, ben oui, je vais dans le haut de la vague après, et que c'est une préparation. Oui, c'est vraiment de savoir après la pluie, il y a le beau temps, et puis même dans le mauvais temps, il y a des belles choses aussi. Oui, c'est comme ce que tu nous dis peut-être, c'est comme de s'autoriser à aller plonger dans l'expérience, parce que c'est bien par l'expérience, en empoignant ce qui est pas forcément simple, qu'on va trouver, c'est là qu'on va trouver des pépites, on va trouver des solutions et on va se trouver soi-même. Ouais. Et puis de voir, je suis bien obligé de voir dans ma vie, enfin bien obligé, c'est bon de le voir, qu'il y ait eu plein de mains tendues, encore faut-il les voir, mais et que ça se passe jamais comme on pense.
et qu'en fait de compte, il y a vraiment quelque chose dans la vie qui est sans compromis, mais en même temps quelque chose de très bienveillant. Comment dire, même à travers des épreuves, parfois c'est des cadeaux. Oui, avec le temps, on peut voir ce que ça nous a apporté, mais quand on est dedans, dans la tempête, c'est désagréable. Ouais. Et avec le temps, mais en gardant cette conscience qu'on a quelque chose à apprendre, du coup, on passe la tempête un peu mieux que si on la subit complètement. Ouais. Et même dans les différentes personnes que j'ai rencontrées, je me dis, mais c'est trop dingue. C'est trop dingue. Il y a même des gens, je voulais un certain type de relation, c'est pas ça qui s'est passé, il s'est passé autre chose. Et ben ça, c'était juste. Et je me rappelle, il y a une femme dont j'étais fou amoureux quand j'étais ado. Mon rêve, c'était qu'elle réponde à mes attentes. Elle a jamais répondu à mes attentes, mais cette femme m'a tout à fait amené tout à fait autre chose. Et ça a été une bonne fée, ça reste une bonne fée. Et c'est de voir la magie de l'interrelation entre les relations et de voir comment on est interdépendants les uns des autres. Je trouve ça vraiment magique. Y compris le fait de t'avoir rencontré, d'avoir rencontré le focusing, il y a quelque chose où je me dis, la magie s'opère. Enfin, la magie s'opère. Ça fait partie d'un espèce de scénario qui veut mon bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour tous ces partages. Merci Coralie, merci pour ton écoute vraiment bienveillante et attentive, ça fait du bien. Je te remercie et à très très bientôt. Ouais, tout bientôt, ben oui.